Face à l'opération de mon enfant, ma famille a répondu à ma demande d'aide par de la cruauté et des moqueries. Mais à 21h42, un coup de fil inattendu reçu par mon père a tout changé, le plongeant dans un silence de mort. Perrine est entrée dans la cuisine dans son pyjama fusée, tenant son pingouin en peluche par une nageoire. L'horloge sur la cuisinière indiquait 20h47. Ses cheveux étaient encore mouillés de son bain. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte et a regardé mon téléphone comme les enfants de 6 ans regardent celui de leur mère, avec l'hypothèse que tout ce qui se passe sur l'écran est moins important que ce qu'ils sont sur le point de dire. « Maman, je peux dormir avec la lumière allumée ce soir ?»« Oui, ma chérie. N'importe quelle lumière que tu veux. Celle en forme d'hippocampe. Celle en forme d'hippocampe. Parce que Rémi doit dormir à l'hôpital. Parce que Rémi doit dormir à l'hôpital. Mais ce n'est que pour une nuit et le docteur Leclerc est très gentil. » D'accord. Elle a serré plus fort son pingouin. Elle s'est retournée. Elle a trotté dans le couloir vers sa chambre. La veilleuse hippocampe s'est allumée. Les ressorts du matelas se sont stabilisés. La maison est devenue silencieuse. L'écran de mon téléphone brillait toujours sur le comptoir. 2 lignes se trouvaient dans la zone de texte non envoyée. La chirurgie de Rémi est à 6h demain. J'ai besoin de quelqu'un pour rester avec Perrine ce soir pendant que je fais la préo avec lui et que je conduis là-bas en premier lieu. Le curseur clignotait. Le message avait été tapé 3 fois et supprimé 2 fois parce que ma mère, Véronique, ne répond pas bien à ce qu'elle appelle les demandes directes. Elle répond mieux à ce qu'elle appelle un « bon cadrage ». 3 réécritures n'avaient pas produit une phrase formulée de la manière dont ma mère préférait qu'on lui demande. Et à 36 ans, avec un fils se faisant retirer les amygdales à 6h du matin, l'énergie pour une 4e réécriture n'était plus là. Le bouton d'envoi a été pressé à 20h49. Le téléphone a été posé face contre terre sur le comptoir. La chambre de Rémi était à 3 pas dans le couloir. Il était au lit avec sa tablette sur la poitrine, regardant une vidéo sur la façon dont les requins dorment. Il a levé les yeux. « Maman, tu as envoyé un message à grand-mère ?» Déjà fait. Elle vient s'asseoir avec Perrine? On verra, parce qu'Anaïs ne vient pas. Elle a dit la dernière fois qu'elle ne reviendrait plus parce que Perrine posait trop de questions au coucher. Ça, c'est bien elle. Yoko est meilleure de toute façon. Yoko a un quart de travail ce soir. D'accord. Mais si grand-mère ne peut pas venir, Yoko viendra demain matin. Oui. D'accord. La tablette est revenue sur sa poitrine. Rémi a 9 ans. Il souffre d'asthme depuis l'âge de 2 ans et d'une amygdalite chronique sévère depuis 6 ans, et il a eu tellement de rendez-vous pédiatriques que le bruit d'un brassard de tensiomètre se velcroant est l'un de ses premiers souvenirs. La chirurgie ne l'effrayait pas. Être seul à l'hôpital pendant la nuit, oui, non pas parce qu'il serait seul, mais parce qu'il avait appris à s'inquiéter à l'avance, comme les enfants l'apprennent lorsque les adultes disparaissent parfois au moment où ils promettent qu'ils ne le feront pas. De retour dans la cuisine, le téléphone était toujours face contre terre. Il est remonté dans ma main. 2 réponses étaient arrivées. La première venait de Véronique. 21h11. Fiona, arrête de faire de ton enfant malade notre problème. Tes enfants sont tes enfants. Tu as choisi d'en avoir 2 sans mari. Nous ne sommes pas ta garderie et nous ne sommes pas ton filet de sécurité. Rémi est malade depuis sa naissance et chaque fois qu'il a un rendez-vous, tu transformes la famille en ton groupe de soutien. Nous sommes épuisés. Gère ta propre vie. La deuxième venait de ma sœur Élise. 21h12. 3 émojis rieurs aux larmes. Puis, sérieusement, fais, l'une d'entre nous finit toujours par être ta babysitter. Débrouille-toi avec tes propres enfants pour une fois. Les 2 messages ont été lus 2 fois. Je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai ouvert le tiroir de la table de chevet et j'ai sorti le journal relié en cuir que Papy Marcel m'avait envoyé il y a 3 ans, emballé dans du papier craft, sans mots. Je l'ai ouvert à la page actuelle. J'ai écrit la date, une ligne en dessous. Véronique, Élise, ce soir. C'est ce qu'elles sont. J'ai fermé le journal. Je l'ai remis dans le tiroir. Puis le curseur a clignoté dans la zone de réponse. Mon pouce a plané au-dessus du EB. Le mot « bien » est apparu à l'écran. Je me suis arrêté. Je l'ai regardé.
J'ai failli tout supprimer. Les mères chaleureuses n'envoient pas de réponse sèche. Ma mère m'avait appris cela très tôt. Une bonne fille absorbe. Une bonne fille trouve la version raisonnable. Une bonne fille relit le message qu'elle est sur le point d'envoyer et l'adoucit une fois pour le bien de la personne qui le reçoit. Du couloir, la voix de Perrine est venue de l'obscurité. Maman, la lumière hippocampe est allumée? Oui, ma chérie. J'ai terminé la phrase. Bien. Maintenant, je sais exactement où nous en sommes. Je l'ai envoyé à 21h14. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir. Je suis allé au salon et j'ai allumé la lumière. Je me suis assise sur le canapé. Je n'ai pas pleuré. J'ai appelé Yoko. Yoko, la chirurgie de Rémi est à 6h. Véronique a dit non. Élise a envoyé des émojis rieurs. Peux-tu venir t'asseoir avec Perrine? Donne-moi 20 minutes. Elle était à la porte en 14 minutes. Si c'est l'histoire pour laquelle vous êtes venu, abonnez-vous à Histoire de famille secrète. Parce qu'à 21h42 ce même soir, mon père Didier était debout à une table de poker dans la salle à manger de mes parents et son téléphone a sonné. Et l'homme à l'autre bout avait vécu 89 ans et attendait 3 ans pour passer cet appel. Avant l'appel, 3 choses. Mon nom est Fiona, 36 ans, thérapeute respiratoire pédiatrique à l'hôpital des enfants Saint-Luc à Lyon depuis 11 ans. Le travail consiste à intuber des enfants, à faire des rondes de ventilation en unité de soins intensifs pédiatriques, à accompagner les parents la première fois qu'ils voient leur enfant de 4 ans entrer en insuffisance respiratoire. Et parfois à accompagner les parents lors du dernier souffle d'un enfant qui n'en aura pas d'autre. Le salaire est de 68 000 € par an plus les primes de quart. La maison est un petit pavillon sur l'allée du littoral à Beauvallon, acheté avec le règlement de divorce il y a 3 ans. Mon ex-mari Grégoire est un entrepreneur civil de la marine à l'étranger. Il appelle les enfants le dimanche. Il envoie la pension alimentaire le 1er du mois. C'est un homme bon qui était marié à la mauvaise personne. Cette personne, c'est moi. Aucun de nous ne s'en tient rigueur. Papy Marcel est le père de mon père. Il a 89 ans. Il vit à la résidence Les Acacias, à 40 minutes de Beaumont. Il y a 3 ans, mon père a dit à la famille que papy avait été diagnostiqué avec une maladie d'Alzheimer avancée et ne pouvait plus recevoir de visiteurs ni traiter de correspondance. L'établissement avait des politiques strictes d'interdiction de visite. Mamie Renée était décédée en 2018 et cela lui avait brisé l'esprit. La famille l'a cru parce que mon père Didier avait été administrateur d'hôpital pendant 31 ans avant de prendre sa retraite. Il savait à quoi ressemblait un Alzheimer avancé. Il avait expliqué la progression avec une fluidité clinique. Cet hiver-là, ma mère m'a demandé d'arrêter d'emmener les enfants voir papy parce que les voir le perturbaient. Mon père avait dit que l'écriture était acceptable parce qu'il ne la lirait pas, mais que cela me réconforterait d'écrire. Il m'avait donné une boîte postale pour envoyer les lettres. Boîte postale 4471, gare de Beauvallon. Parce que le courrier de papy à l'établissement était perdu dans le système d'admission. 3 ans de lettres sont allées à la boîte postale 4471, lettre de Noël. La lettre de l'étape de la maternelle de Rémi. La lettre écrite depuis la salle de réveil la nuit de la naissance de Perrine. Adressée à un grand-père qui ne les lirait probablement jamais parce qu'il devait savoir de toute façon. 37 lettres au total. Un tableau de bord suivait tout le monde parce qu'un tableau de bord est ce qu'une personne tient quand elle n'a plus d'autres adultes pour comparer sa réalité. La 3e chose est Yoko Dubois, 44 ans, diplômée du même programme de TR il y a 12 ans, maintenant infirmière en soins intensifs pédiatriques au même hôpital. Mère célibataire elle-même, ses enfants plus âgés sont grands et à l'université, elle vit 2 maisons plus loin sur l'allée du littoral. Il y a 3 ans, lors de mon premier quart de travail après mon congé de deuil post-divorce, le vestiaire des TR à 5h47 du matin abritait une femme essayant d'empêcher ses mains de trembler. Yoko est entrée avec sa blouse à moitié enfilée. Elle s'est assise sur le banc en face de moi. Son fils aîné venait d'être accepté à l'école d'infirmière de l'université de Lyon ce lundi-là. Elle était terrifiée qu'il entre dans une résidence universitaire et parte, et que la maison soit vide et qu'elle doive apprendre qui elle était sans le bruit du bol de céréales de quelqu'un d'autre dans l'évier. Elle n'allait rien lui dire de tout cela. Elle allait l'aider à faire ses valises. Elle m'a regardé et a dit, Fiona, dans cet hôpital, les patients n'ont pas besoin que tu sois stable.
Ils ont besoin que tu sois présente. Trembler, c'est être présente. Lève-toi. Puis elle s'est levée, a fini d'enfiler sa blouse et est partie pour son quart. 40 secondes plus tard, le banc était vide. Chaque quart de travail depuis a commencé les deux pieds sur terre. Yoko n'a plus jamais mentionné ce matin-là. Elle se présente juste dans mon allée les jours difficiles avec un café qui contient la bonne quantité de lait d'avoine sans demander, frappe 2 fois à la vitre côté conducteur et attend. C'est ce qui m'entoure. La chirurgie de Rémi a eu lieu à 6h14 le lendemain matin. Le docteur Alta Leclerc a effectué l'amydalectomie et l'adénoïdectomie en 53 minutes. Les voies respiratoires étaient dégagées. Le saignement était normal. Récupération Parador Wassam. Sorbet à l'orange à 9h45. Sortie à 13h30 avec une feuille post-plastifiée qui aurait pu être écrite de mémoire et des instructions pour le maintenir sous aliments mous pendant une semaine. Yoko était à la maison avec Perrine. Elle avait pris toute la journée comme journée personnelle. Un seul message vocal à son superviseur à 6h du matin quand la porte d'entrée s'est ouverte à 14h11. Yoko avait déjà préparé des macaronis au fromage, coupé du jicama pour Perrine et aménagé le canapé avec 3 oreillers et la couverture préférée de Rémi. Le câlin à la porte a duré 4 secondes. Aucune question sur la façon dont la famille avait répondu. Elle avait vu le groupe de discussion jeudi soir. Elle n'avait pas besoin de demander. Elle a juste fait du café. Yoko est partie à 18h09 ce soir-là. Son fils était rentré de l'université de Lyon pour le week-end. Plan Pierogi. Le câlin pour Perrine était serré. Le high-five pour Rémi était doux. La dernière chose qu'elle a dite à la porte était « Fiona, tu fais ce que tu as à faire demain ou dimanche ou dès que l'enfant est stable. Les enfants sont les miens jusqu'à ce que tu reviennes. » Vendredi soir sur le canapé. Perrine endormie contre mon épaule. Rémi regardant un documentaire sur les récifs coralliens en mode muet avec sous-titres parce que sa gorge était trop douloureuse pour vouloir entendre qui que ce soit parler. À 21h22, un SMS est arrivé d'un numéro inconnu de Beaumont. Fiona, c'est Brigitte, l'une des infirmières des Acacias. Ton grand-père m'a demandé de t'envoyer un message. Il a dit de te dire que les amygdales de Rémi lui ont été retirées à 11 ans quand il était enfant et qu'il a toujours la cicatrice. Il a dit que Rémi irait bien. Il a dit, tu le sais déjà, mais il voulait que tu l'entendes de sa part. Il a dit, les choses vont bouger vite de son côté à partir de lundi et de lui faire confiance. Il a dit, ne t'inquiète pas pour les lettres. Il a dit qu'il comprend maintenant. J'ai lu le texte 5 fois. J'ai failli appeler la réception des Acacias à ce moment-là pour leur demander de me passer Marcel au téléphone. Je ne l'ai pas fait. Brigitte avait envoyé un SMS depuis son téléphone personnel à ses risques et périls, et appelé le standard de l'établissement à 21h22 un vendredi soir pour exiger de parler à un résident dont le dossier indiquait « pas de visiteur », la mettrait dans une position impossible. J'ai posé le téléphone sur la table basse. J'ai regardé Rémi. Ses yeux étaient fixés sur le récif corallien. Sa main était sur le dos de Perrine, où elle dormait contre mon épaule. J'ai regardé le plafond. La lueur de la veilleuse hippocampe venait du couloir de la chambre de Perrine. J'ai tapé un mot en retour à Brigitte. Merci. Le téléphone est tombé. Rémi a levé les yeux. Maman. Oui, mon chéri. Tu vas bien? Oui, Rémi. Tu as fait une drôle de tête. Oui. Il a hoché la tête. Le récif corallien est revenu sur son écran. Si vous avez lu jusqu'ici, abonnez-vous à Histoire de famille secrète. Parce que la phrase que mon père m'avait dite pendant 3 ans, la phrase autour de laquelle ma compréhension des dernières années de papy avait été construite, était une phrase que mon grand-père n'avait jamais été l'homme qu'elle décrivait. Entre 20h47 jeudi soir et 21h42, 6 choses s'étaient passées. À 20h52, ma mère, Véronique, était passée de sa chaise de cuisine à la salle à manger où mon père installait une table de poker pour 4 collègues hospitaliers retraités. Le groupe de discussion était sur l'écran de son téléphone. Elle l'a tenu. Didier a lu le texte. Dis-lui non. Véronique l'a déjà fait. À 20h54, ma sœur Élise était chez elle dans le nord de la ville. Le groupe de discussion était ouvert. Le message de Véronique est arrivé. Élise a tapé le sien. L'a envoyé.
Téléphone posé sur le comptoir. Aucune autre pensée. À 21h03, l'un des amis de poker de mon père est arrivé. Denis, collègue depuis 18 ans de l'hôpital général Saint-Jacques. L'ex-femme de Denis était une femme nommée Priscille Valois, avocate spécialisée en succession à Beaumont. Ils se parlaient toujours à cause de leurs enfants adultes, a dit Denis dans le couloir d'entrée, accrochant son manteau. J'ai vu Priscille pour le café ce matin. Elle a reçu une étrange lettre la semaine dernière d'un ancien client qui voulait fixer une réunion très spécifique. Elle la lisait comme si c'était important. Mon père, intéressant. De retour à la table de poker, le jeu a été mélangé trop vite. Denis l'a remarqué. À 21h11, le SMS de Véronique est entré dans le groupe de discussion familiale. À 21h14, le mien a suivi. À 21h22, Papy Marcel était assis dans son lit aux acacias. Il avait demandé à Brigitte, son infirmière du soir, de l'aider à m'appeler au sujet de la chirurgie de Rémi. Brigitte a apporté le téléphone du support de chargement. Elle a ouvert l'application de messagerie pour trouver mon numéro. Le groupe de discussion familiale était épinglé en haut car Marcel y avait été ajouté en 2020 avant que l'histoire des soins de la mémoire ne commence. Et bien que Didier lui ait dit que le téléphone était cassé et l'ait remplacé par un téléphone à clapet, le smartphone était resté dans le tiroir de la table de chevet, en charge, recevant des messages silencieusement pendant 3 ans. Brigitte a ouvert le chat. Les messages les plus récents avaient moins de 20 minutes. Elle les a lus à voix haute. Marcel a écouté. Son visage n'a pas changé. Quand elle a eu fini, il a dit « Brigitte, n'appelle pas Fiona. Appelle le numéro dans le petit carnet marron sur la table de chevet. Priscille Valois, compose le numéro. Donne-moi le téléphone. » Le carnet marron s'est ouvert. Le numéro a été composé. Priscille a répondu à la deuxième sonnerie. La conversation a duré 8 minutes. Marcel a raccroché à 21h34. Il a rendu le téléphone. Un autre appel, mon fils. Brigitte a composé le portable de Didier. Elle a donné le téléphone à Marcel. À 21h42, mon père a senti son portable vibrer dans sa poche. En plein milieu d'une partie, 5 cartes à tirer. 4 administrateurs d'hôpital à la retraite autour de la table. Le jeu a été posé. L'écran affichait « Papa ». Ce mot n'était pas apparu sur le téléphone de mon père depuis 3 ans car il avait cru que le téléphone qui passait ses appels n'existait plus. La porte de la cuisine s'est refermée derrière lui. Le téléphone est monté à son oreille. 41 secondes. Mon grand-père n'a pas élevé la voix. Didier, Priscille dépose les documents à 9h demain matin. Ne m'appelle plus. La ligne est restée morte. Mon père est resté dans la cuisine avec le téléphone toujours contre son oreille pendant 18 secondes. Puis le téléphone est allé dans sa poche. La porte de la salle à manger s'est ouverte. Il ne s'est pas assis. Il n'a pas distribué la main suivante. Denis, Didier, tu vas bien? Il y a eu un problème avec mon père. Je dois mettre fin à la soirée. Les 4 hommes sont partis en 9 minutes. Ma mère est descendue à 22h04. Les 2 mains de Didier étaient à plat sur le comptoir en marbre. Son téléphone était entre elles. Elle n'a pas eu à demander comment le téléphone. Il a toujours le téléphone. Quel téléphone? Celui que je t'ai dit qu'on lui avait récupéré en 2021. J'ai dit que je l'avais pris. Tu ne l'as pas pris. Non. Elle s'est assise en face de lui. Aucun d'eux n'a parlé pendant longtemps. Rien de tout cela ne m'était connu ce vendredi soir. Le samedi était le premier jour post-opératoire, la fenêtre de risque de saignement la plus élevée. Le canapé a retenu les 2 enfants toute la matinée. Yoko est arrivée à 10h avec un puzzle pour Perrine et est restée jusqu'au dîner. Rémi a fait la sieste. Ses voies respiratoires sont restées dégagées. Sa voix était rauque mais fonctionnait. Le jus de pomme est descendu. Un documentaire a été mis. Le sommeil est venu à 20h30 et a duré toute la nuit. Dimanche matin, le docteur Leclerc a appelé pour un contrôle. Rémi a été autorisé à une activité normale et calme. Toujours avec des aliments mous, mais le risque de saignement était réduit. Stable.
Yoko est arrivée à 9 heures avec un sac en papier de croissants et de confiture de framboise parce qu'elle sait que mes enfants mangeront des croissants et de la confiture quand ils ne mangeront rien d'autre. Le câlin pour Rémi était doux. Perrine a eu un baiser sur le front. Puis Yoko m'a regardé. Tu as tout. L'ordonnance du tribunal, le téléphone. Priscille en haut-parleur à 13 heures. L'ordonnance a été faxée à son avocat à 10h14 samedi matin. Il sait que tu viens. Il sait que quelque chose arrive. Il ne sait pas que ça arrive par la porte d'entrée avec une ordonnance du tribunal. Bien. Mon manteau a été enfilé. Perrine m'a serré la jambe. Rémi a fait un pouce levé depuis le canapé. J'ai fermé la porte d'entrée derrière moi. Je suis monté dans la voiture. La route vers Beaumont était 94 minutes d'autoroute de février, plate et grise et froide. À 13 heures, l'allée du chemin du Sagamore contenait 6 voitures. 2 appartenaient à d'anciens collègues de mon père de l'hôpital général Saint-Jacques. Ma mère organisait un brunch. À travers la grande fenêtre, 10, 12, peut-être 14 personnes, l'allée devant, la sonnette. Véronique a ouvert la porte. Elle portait le pull en cachemire crème qu'elle porte quand elle reçoit. Son visage a changé quand elle m'a vu. Il n'a pas adouci. Il s'est durci dans l'expression spécifique qu'elle porte quand elle décide de se battre ou de faire un numéro. Elle a choisi de faire un numéro. Fiona, quelle surprise. Nous prenons le brunch. Pas ici pour manger, maman. Ici pour parler à papa et à toi. Un pas après elle. Elle n'a pas bougé assez vite pour bloquer. Le salon s'est ouvert. Mon père, Didier, se tenait près de la cheminée avec un mimosa. Ma sœur, Élise, était assise sur le canapé avec son mari, Benoît. Leurs enfants, Nelly et Léo, à la table à manger avec un iPad. 4 anciens collègues répartis dans la pièce, y compris le docteur Cécile Lefebvre du comité de supervision pédiatrique que Didier avait présidé pendant 8 ans. Chaque conversation s'est arrêtée. Mon père a tenté un sourire. Son visage avait la tension d'un homme qui a répété. Fiona, entre. Assieds-toi. Prends un mimosa. Non, papa. Tu as l'air fatigué. La chirurgie de Rémi s'est bien passée. Rémi est à la maison. Yoko est avec lui. Il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de vous. Le mimosa a été posé sur la cheminée. La main qui tenait le mimosa est allée dans sa poche de pantalon de toile. L'épaule s'est reculée. La gorge s'est éclaircie une fois. Le discours était prêt. Fiona, tu as toujours transformé tes enfants en une mission de sauvetage. Les amygdales de Rémi sont une chirurgie courante. Perrine a 6 ans et aurait pu dormir seule sur ton canapé et aller bien. Tu voulais une audience. Tu voulais que ta mère plane et que ta sœur pleure. Et quand nous avons dit non, tu as inventé ce récit que nous avons abandonné un enfant malade. Personne n'a abandonné personne. Tu as fait d'une procédure de routine une urgence familiale parce que tu as toujours eu besoin de notre attention plus que tes enfants n'ont jamais eu besoin l'un de l'autre. Grandis. 14 personnes regardaient. Le docteur Cécile Lefebvre tenant son assiette de quiche avec une fourchette figée en l'air. Benoît étudiant ses propres genoux. Élise regardant sa mère. Ma mère regardant mon père avec le regard spécifique qu'elle lui donne quand elle veut qu'il continue. Didier me regardant. Aucune réponse n'est venue. Le discours a eu son silence. La pièce s'est apaisée. Puis le téléphone est sorti de la poche de mon manteau. Une tape sur le contact. Haut-parleur activé. La voix de Priscille Valois a rempli le salon. Fiona, je suis là. J'ai le dossier. Le téléphone a été posé sur la table basse. Mes yeux se sont tournés vers mon père. Papy a appelé papa à 21h42 jeudi. 37 lettres sont dans le tiroir du bas de ton bureau. Les modifications de la fiducie ont été déposées vendredi matin. 24 mots. La mâchoire de mon père, qui avait été avancée pour le discours, est tombée d'un quart de pouce et est restée ainsi. Sa main est sortie de sa poche et est allée au bord de la cheminée et l'a serrée. Son poids s'est déplacé vers l'avant comme le poids d'un homme se déplace quand il décide de s'asseoir ou de tomber. Et la décision n'était pas entièrement sous son contrôle. Élise s'est levée du canapé. Le mimosa a basculé.
Jus d'orange et champagne ont frappé le parquet. Le verre a frappé la table basse et s'est fissuré, mais ne s'est pas brisé. Personne n'a bougé pour le nettoyer. La voix d'Élise est sortie trop vite. Maman m'a dit que papy était parti. Maman m'a dit que l'argent du prêt immobilier était le cadeau de papa pour nous. Maman a dit que la fiducie était déjà mise en place pour Nelly et Léo. Maman s'est arrêtée. Elle s'était fait du mal. Sa main est allée à sa bouche. Ses yeux se sont tournés vers Véronique. Véronique regardait la fissure dans le verre de mimosa sur la table basse. Élise s'est assise lourdement sur le canapé. Le coussin a fait le petit bruit que les coussins font quand quelqu'un s'assied sans l'avoir décidé. Benoît ne l'a pas touché au bras. Ma mère, Fiona, ce n'est pas drôle. La voix de Priscille est passée par le haut-parleur. Monsieur et Madame Didier, mon nom est Priscille Valois. Je suis l'avocate successorale de Marcel Didier. Mon bureau a endossé une procuration durable exécutée par Marcel Didier le 18 février, il y a 3 jours. Révoquant la procuration durable précédemment exécutée le 4 mars 2019 en faveur de Didier Didier. Également en dossier se trouve une fiducie amendée exécutée à la même date, nommant Fiona Didier comme unique fiduciaire et Rémi Didier et Perrine Didier comme bénéficiaires principaux. Déposée au tribunal vendredi matin à 9h04. Une ordonnance du tribunal pour la récupération de toute correspondance adressée à Mademoiselle Fiona Didier, boîte postale 4471, gare de Beauvallon, a été signifiée à votre avocat à 10h14 samedi matin. Monsieur Didier, avons-nous votre coopération? La prise de mon père sur la cheminée s'est resserrée. Sa bouche était toujours ouverte du quart de pouce qu'elle avait ouvert à 21h42 jeudi. Sa mère était décédée en 2011 et son père, selon l'histoire qu'il avait racontée pendant 3 ans, était décédé pour le reste de la famille. Ces 2 affirmations n'avaient été vraies que pour lui. Sa voix est sortie, répétée. Priscille, c'est un malentendu. Mon père a une maladie d'Alzheimer avancée. Il ne peut pas exécuter de documents légaux. Toute signature que vous avez en dossier est nulle car il n'a pas la capacité. La voix de Priscille, Monsieur Didier. Votre père a exécuté la fiducie amendée en vidéo à la résidence Les Acacias le 18 février avec 2 témoins présents, un notaire présent et son médecin présent. L'évaluation de la compétence a été effectuée à la même date. Il a été jugé compétent. L'évaluation est jointe à la fiducie. Il a également enregistré un testament vidéo personnel au cas où un membre de la famille contesterait la fiducie pour des motifs de capacité. Cette vidéo dure 96 secondes. Souhaitez-vous que je la joue pour vous maintenant? Personne dans le salon n'a parlé. Je prendrai cela comme un non. L'ordonnance du tribunal vous oblige à accorder l'accès à toute correspondance en votre possession adressée à Mademoiselle Fiona Didier, boîte postale 4471. Veuillez confirmer que vous comprenez votre obligation en vertu de l'ordonnance. Mon père a regardé ma mère. Ma mère ne le regardait pas. Elle regardait Élise. Élise regardait le sol. Sa voix était plate. Je comprends. Ma voix, où sont-elles, papa? Où sont les lettres? Dans mon bureau, tiroir du bas du bureau. Le couloir faisait 12 pas. J'ai ouvert la porte du bureau. Le bureau était le même que celui qu'il avait utilisé pendant 31 ans d'administration hospitalière. J'ai ouvert le tiroir du bas. 37 enveloppes liées par des élastiques. Timbre de la résidence Les Acacias, adressé à Fiona Didier. Boîte postale 4471, gare de Beauvallon. Toutes ouvertes. Sous la pile liée par des élastiques au fond du tiroir. Une deuxième pile plus petite. 12 enveloppes adressées de ma main. Timbre d'un service postal de Beauvallon. Adresse de retour. Ma maison sur l'allée du littoral. Elles n'étaient pas les miennes. Je ne les avais jamais écrites. J'ai soulevé la première et l'ai ouverte. L'imitation de mon écriture par mon père n'était pas parfaite, mais elle était suffisante pour tromper un homme qui voulait croire que les lettres étaient réelles. 2 pages. Datées d'il y a 11 mois. Papy, je suis tellement désolé. Il a été difficile de venir te voir ces derniers temps. Rémi va bien. Perrine va bien. Grégoire envoie l'argent à temps. S'il te plaît, ne t'inquiète pas pour nous. Les enfants ne veulent pas visiter les établissements. Ils ont dit que cela les mettait mal à l'aise. J'espère que tu comprends.
Amour, Fiona. 12 d'entre elles, différentes dates, différents mensonges. Toutes avec une écriture qui ressemblait suffisamment à la mienne pour passer. Toutes disant à mon grand-père que sa petite-fille ne voulait pas lui rendre visite, que les arrière-petits-enfants étaient mal à l'aise autour de lui, que tout le monde allait bien, que personne n'avait besoin de quoi que ce soit. Il y a 4 semaines, mon grand-père avait remarqué quelque chose d'étrange. L'une des lettres falsifiées mentionnait le nom de la maîtresse de maternelle de Perrine. Madame Ketley. La maîtresse de maternelle de Perrine était bien Madame Ketley, mais mon grand-père n'avait jamais entendu ce nom de ma part. Il ne l'avait jamais entendu de qui que ce soit dans mes vraies lettres. Il n'y avait qu'une seule façon pour mon père de connaître ce nom, c'est que Madame Ketley était l'épouse de l'un des anciens collègues de Didier à l'hôpital général Saint-Jacques, et que ma mère, Véronique, l'avait mentionné lors d'un déjeuner bridge 6 mois plus tôt. Marcel avait reconnu le nom. Il avait regardé l'adresse de retour. Il avait réalisé à ce moment-là, assis dans son lit aux acacias avec une lettre à la main, que son fils avait écrit en se faisant passer pour sa petite-fille, que son fils avait intercepté son courrier et lui avait répondu en se faisant passer pour quelqu'un d'autre pendant 3 ans. Il avait appelé Priscille le lendemain matin. La chaise de bureau a soutenu mon poids. La lettre reposait sur mes genoux. Priscille était toujours en haut-parleur. Je les ai, toutes, y compris 12 qui ne sont pas les miennes. Apportez tout. Le dossier s'ouvre lundi matin. Priscille. Oui. Combien de temps avez-vous attendu cela? Depuis avril 2022. Fiona, votre grand-père m'a appelé la même semaine où votre père a dit à la famille qu'il était en soins de la mémoire. Il m'a demandé de garder la fiducie prête. Il m'a demandé d'attendre un signal. Il a reçu le signal jeudi soir. D'accord. Le téléphone est devenu noir. Les 37 lettres sont sorties du bureau en une pile nette pressée contre ma poitrine. Les 12 fausses sont allées dans la poche de mon manteau. Le couloir faisait 12 pas pour retourner au salon. Personne n'avait bougé. Le docteur Cécile Lefebvre était debout maintenant. Son assiette était sur la table basse. Sa fourchette était sur l'assiette. Elle a regardé mon père. Elle m'a regardé. Didier, je vais y aller. La porte d'entrée s'est ouverte. 2 autres anciens collègues se sont levés. Ils l'ont suivi. 3 personnes sont parties sans un mot. La porte s'est refermée. Ma mère n'avait pas bougé de l'entrée. Elle regardait la pile de lettres. Sa bouche était ouverte. Je suis passé devant elle. Je suis monté dans ma voiture. J'ai posé les lettres sur le siège passager. J'ai mis les 12 fausses dans la poche de mon manteau. Je suis rentré chez moi. 94 minutes. Yoko était dans la cuisine en train de préparer une soupe pour Rémi. Elle m'a regardé. Elle a regardé les lettres. Sa voix était calme. Combien? 37 plus 12. Mon père a répondu en se faisant passer pour moi. Assieds-toi. Le café est prêt. La chaise m'a soutenu. Le café était chaud. Les pleurs n'ont commencé qu'à la 4e gorgée. Les 8 choses qui se sont passées au cours des 4 semaines suivantes sont les suivantes. Priscille a déposé la fiducie amendée auprès du service des successions du tribunal de grande instance de la Drôme le lundi matin à 9h04. La fiducie me nommait unique fiduciaire. Bénéficiaires principaux Rémi et Perrine. Valeur totale de la succession 1,4 million d'euros. L'actif principal était la maison de mon grand-père à Beaumont, entièrement payée, plus les comptes d'investissement qu'il avait gérés discrètement pour lui-même, malgré l'affirmation publique de 3 ans selon laquelle il ne pouvait pas gérer un chéquier. La révocation de la procuration a été déposée le même matin. L'autorité de mon père sur tous les comptes de mon grand-père a été résiliée à 9h07. À 9h41, il a tenté de se connecter au compte d'investissement pour virer 20 000 euros. La connexion a été refusée. 3 tentatives. Le compte a été signalé pour examen de sécurité à 9h44. La demande de reddition de compte de succession est arrivée à 15h11 le lundi. Le bureau de Priscille a exigé une comptabilité complète de tous les fonds tirés de la succession de mon grand-père pendant 3 ans. 30 jours pour produire les documents ou faire face à une action pour fraude civile. La comptabilité, une fois produite, a montré une indemnité administrative mensuelle de 4 200 euros prélevée pendant 36 mois consécutifs. 151 200 euros.
La résidence Les Acacias facturait 3 800 € par mois tout compris. L'indemnité administrative était justifiée comme couvrant les frais de gestion familiale. Il n'y avait pas de frais de gestion familiale. Chaque euro avait été empoché. Aucun n'avait été déclaré aux impôts. La comptabilité a également montré des transferts mensuels de 2 850 € vers un compte bancaire appartenant à Élise Didier Kellerman pendant 22 mois, étiqueté « cadeau de papy ». 62 700 €. Élise savait que l'argent venait de la succession. Elle avait dit à Benoît que c'était des prêts sans intérêt qui seraient annulés à la mort de papy. Elle n'avait pas dit à Benoît que papy n'allait pas mourir. Benoît a lu la comptabilité lorsque le bureau de Priscille l'a transmise à la famille. Les papiers de séparation légale ont été déposés 9 jours plus tard, non pas à cause de l'argent, mais à cause de 22 mois de mensonges à ce sujet. Le paiement hypothécaire d'Élise a été refusé le 1er du mois suivant. Elle a appelé Véronique. Pas de réponse. Elle a appelé Didier. Sa voix était plate. C'est fini, Élise. La ligne est restée morte. Ma mère a posté un long message sur Facebook le 6e jour, taguant 47 membres de la famille élargie. Partage ceci parce que trop de gens demandent. Fiona a manipulé son grand-père de 89 ans, utilisant son état mental déclinant pour voler sa succession au reste de la famille. Elle a coupé le contact avec son père, sa mère et sa sœur. Mon mari et moi avons engagé un avocat pour contester le changement de fiducie. Priez s'il vous plaît pour notre famille et pour papy Marcel, qui n'a pas la capacité de comprendre ce qui lui a été fait. 84 commentaires sont arrivés en 2 heures. La plupart étaient favorables à Véronique. Priscille était prête. Mon grand-père avait enregistré un testament vidéo de 96 secondes le dimanche après-midi de ma première visite aux Acacias après la confrontation. Brigitte l'avait filmé sur son téléphone à sa demande parce qu'il avait su que son fils tenterait une diffamation publique. Il avait raison. Priscille a envoyé le vidéo par email à l'avocat de Véronique à 8h47 le lendemain matin. La voix de mon grand-père claire à la caméra. Je ne suis pas confus. Je ne l'ai jamais été. Mon fils est un voleur et ma belle-fille est sa complice. Ma petite-fille Fiona a été la personne en qui j'ai eu le plus confiance pendant 3 ans. Mes arrière-petits-enfants, Rémi et Perrine, sont mes héritiers. Ceci est mon testament final au cas où mon fils le contesterait. Veuillez distribuer. L'avocat l'a transmis à Véronique à 9h22. À midi, le message Facebook était supprimé. Le soir, le compte était désactivé. 3 anciens collègues de l'hôpital général Saint-Jacques ont écrit une lettre conjointe au conseil d'administration des anciens du comité de supervision pédiatrique que Didier avait présidé pendant 8 ans. Le docteur Cécile Lefebvre a signé en premier. 2 autres ont suivi. La demande de révocation. L'email est arrivé 11 jours plus tard. Une phrase. Après plus ample considération, nous avons décidé de nommer un nouveau président. Didier ne l'a transmis à personne. Il l'a imprimé et l'a posé sur le coin de son bureau. Ma mère est arrivée à son club de jardinage du mercredi le 4e mercredi. 22 ans d'adhésion, 6 ventes de bulbes d'automne co-présidées. Son badge était manquant sur le tableau des bénévoles. La présidente du club, Léa Ronsard, l'a rencontrée sur le parking. Véronique, nous devons faire une pause dans votre participation le temps que les choses se calment. Aucune dispute n'a eu lieu. La portière de la voiture s'est fermée. Le moteur est resté éteint pendant 34 minutes. Puis le retour à la maison. J'ai failli l'appeler cet après-midi-là. Le téléphone était dans ma main. Son contact était affiché. Perrine dessinait au comptoir. Rémi était sur le canapé avec un livre. Le téléphone est retourné sur le comptoir. Une tasse de thé a été préparée à la place. La chaise à côté de Perrine était le bon endroit où être. La question sur ce qu'elle dessinait était la bonne question à poser. Dimanche matin, 4 semaines et 2 jours après la confrontation, salle commune de la résidence Les Acacias. Lumière du matin à travers la haute fenêtre orientée. Papy Marcel était dans un fauteuil à oreilles près de la fenêtre. Il portait un cardigan bleu que Brigitte l'avait aidé à enfiler ce matin-là. Rémi était sur le sol avec un jeu de dominos. Il enseignait à Perrine le jeu de la rangée debout. Perrine avait déjà fait tomber la première installation 2 fois. La voix de Rémi était encore rauque après la chirurgie, donc l'enseignement se faisait en courtes phrases et gestes.
Espace d'un doigt. Autant. 2 tapes. Les grands frères qui ne peuvent pas utiliser leur voix deviennent des professeurs du genre spécifique qui utilisent moins et signifient plus. Perrine regardait ses mains autant que sa bouche. Le fauteuil à oreille à côté de Marcel me tenait, ainsi que le journal relié en cuir ouvert sur mes genoux. Il venait de me raconter l'histoire de l'homme qui lui avait donné le journal en 1946, un voisin veuf nommé Ezra Schwick, qui avait couvert le loyer de Marcel pendant 4 mois après la mort de son père. Marcel avait 11 ans. Il n'avait jamais oublié. Le journal avait été acheté une semaine plus tard. Le nom d'Ezra a été le premier à y être inscrit. 78 ans d'actes de gentillesse ont suivi. Fiona. Oui, papy. Tu as été la seule à écrire. Je sais. Chaque lettre. Je les ai toutes lues. Je le sais maintenant. Ces autres lettres, celles que ton père a envoyées en se faisant passer pour toi, elles ont presque marché. Presque. 34 mois à penser que ma petite fille ne voulait pas me rendre visite. Puis Madame Ketley est apparue dans l'une d'elles et tout s'est effondré. Sa main était sur la coudoir, fine, tachetée, toujours ferme. Je n'aurais pas tenu sans les vrais. Tu aurais tenu. Tu aurais tenu, que quelqu'un n'écrive ou non. Sa voix était plus ferme que tout ce que j'avais entendu de lui en 5 ans. Ce n'est pas vrai, Fiona. Tu es gentille. Ne sois pas gentille. Sois précise. Les lettres m'ont maintenu. C'est tout. Le journal s'est ouvert à la page actuelle. La date a été écrite au stylo. 24 février, dimanche matin. Une ligne en dessous. Marcel. 90 ans à écrire la gentillesse des autres. Puis il a écrit la mienne. De l'autre côté de la ville, le bureau de Didier était silencieux. La lettre de réponse à la demande de reddition de compte était lue pour la 4e fois. L'évaluation de son avocat, 2 cents à 400 000 € de restitution et de pénalité. Le renvoi à l'administration fiscale était déjà en cours. Son avocat avait dit, Didier, à votre âge, si cela devient une affaire fédérale, vous pourriez ne pas voir l'autre côté en homme libre. La maison du chemin du Sagamore était toujours froide. Véronique était au comptoir de la cuisine, les 2 mains à plat sur le granit, ne faisant rien. Le badge du club de jardinage manquait toujours. Le compte Facebook était toujours désactivé. Sa sœur n'avait pas appelé depuis 11 jours. Élise était seule chez elle. Benoît avait emménagé dans une location à Verneuil. Les enfants étaient avec lui ce week-end. Le prêt hypothécaire était en retard de 13 jours. Un avis de prêteur était posé sur le comptoir. Le téléphone avait été pris 9 fois en 12 heures pour m'envoyer un message. Rien n'avait été envoyé. Aux Acacias, la prochaine ligne de domino de Rémi commençait à tomber. Perrine a couiné. Marcel a ri. Le rire était plus petit que celui dont je me souvenais de l'enfance, mais c'était le même rire, celui qu'il avait fait quand une enfant de 7 ans lui avait dit qu'elle allait être médecin quand elle serait grande. Il avait dit, c'est assez proche. Quand la petite fille de 7 ans est devenue thérapeute respiratoire à 26 ans. Il l'avait pensé. Il l'avait toujours pensé. Mon grand-père Marcel est né en 1936. Il a passé 78 ans à écrire la gentillesse des autres dans un journal relié en cuir. Et il m'a remis ce journal un dimanche matin de février, avec la lumière du matin sur sa fenêtre et mon fils enseignant à ma fille à aligner des dominos sur le sol. Mon père a dit à la famille pendant 3 ans que papy était parti. Il n'était pas parti. Il répondait. 37 lettres attendaient dans le tiroir du bas d'un bureau et chacune d'elles disait la même chose de différentes manières. Je te vois. Je t'ai vu. Continue. Les dominos de Rémi ont touché le dernier. Perrine a applaudi. Marcel a fermé les yeux et a gardé le sourire. Le journal était sur mes genoux. La lettre d'il y a 4 semaines était dans mon sac à main. La lumière du matin était sur le cadre de cuivre de la fenêtre. Le four à la maison était froid. Les enfants étaient au chaud. Et les lettres étaient enfin à leur place.